Alors désolé pour le chapitre précédent, je vous avais promis qu'on allait faire de la pagination, mais la partie test ayant pris un petit peu plus de temps que prévu, j'ai choisi de la séparer. Donc dans ce chapitre, on va mettre un petit peu mieux en forme le blog en mettant un petit système d'extrait, on va mettre en place la pagination et on va mettre aussi en place la date au niveau de l'affichage ici. Donc pour la pagination, on peut faire le code nous-mêmes, j'ai déjà fait un tutoriel un petit peu sur ce sujet-là, donc qui date maintenant, mais on peut aussi regarder sur Packagist avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ferait le travail? Donc en cherchant pagination, il y a pas mal de librairies qui sont populaires. Donc il y en a quelques-unes qui sont liées en fait à des frameworks, donc il faut les isoler toujours, parce que c'est pas forcément facile de les utiliser en dehors. Mais il y en a une qui a l'air plutôt pas mal, c'était PagerFanta. Donc on va regarder de quoi il en retourne. Donc je sais déjà qu'on va la choisir, donc on va faire un coup de Composer Require, mais ensuite on va essayer d'analyser ensemble la documentation et comprendre comment on peut découvrir de nouvelles choses et utiliser des outils externes. Donc au niveau de mon projet, je fais un coup de Composer Require, PagerFanta, PagerFanta. Donc on me dit pour l'utilisation, voilà comment ça fonctionne. Il a besoin d'un array adapter et de PagerFanta. Il crée un new array adapter et il lui passe un tableau qu'il veut paginer. OK. Et ensuite, il utilise l'adapteur. Il définit quelques paramètres comme le nombre maximum de résultats par page, la page courante, OK, c'est la page numéro 1, le nombre de résultats. Et après, il peut utiliser des méthodes, as next page et tout. Oh, ça a l'air plutôt simple. Globalement, ce qu'il va nous falloir adapter, c'est le array adapter. Lui, il lui passe un gros tableau qui contient tous nos résultats, et ensuite il le pagine. Bon, en vrai, c'est pas forcément tip-top, mais on nous explique, si vous le souhaitez, vous pouvez créer vous-même votre propre adapteur qui doit implémenter cette interface. Interface qui a seulement 2 résultats. Ah, ça c'est impeccable, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc je vais me créer un petit adapteur. Donc cet adapteur, je vais aller le créer au niveau de ma partie framework, parce que ça va être quelque chose qui va être générique. Et moi, globalement, je veux paginer une requête SQL. Donc je vais créer un new, on va la mettre peut-être dans un namespace database, et on va l'appeler paginated query. Paginated query.php. Donc ça, je mets dans le namespace, donc ça va être framework /database. Et ensuite, je crée ma classe Paginated Query. Et cette classe va implémenter, donc ça va implémenter quoi? La Paginated Interface. Alors là, c'est pas PagerFanta Interface, comment ça s'appelait? C'était l'adapteur interface. Donc adapteur interface. Et c'est dans le PagerFanta. Cette interface, pour l'implémenter, il me faut donc définir 2 méthodes, getNumberResult et getSlice. Alors je réfléchis comment je vais faire ça au niveau de mon système. Donc ce qui est chargé de renvoyer les résultats paginés, ça va être donc mon post table. Donc dans mon post table, il va falloir que je calcule le nombre de résultats. Donc à la limite, ça je peux le faire à cet endroit-là. Mais ensuite, il va falloir que je lui envoie la requête SQL à faire pour récupérer chaque morceau, les slices. Donc je vais réfléchir à la signature tout de suite. Donc au niveau de mon find paginated, je m'imagine faire un return new paginated query. Donc je lui passerai en premier paramètre la base de données, parce qu'il va avoir besoin de s'y connecter. Donc je fais ici un vis PDO. Ensuite, je lui passe en second paramètre la requête qu'il va devoir effectuer pour récupérer les enregistrements. Donc ça sera par exemple un select everything from post. Et je lui passe la requête qu'il devra faire pour récupérer tous les enregistrements. Ça me semble plutôt pas mal comme signature pour le moment. Donc là, ça serait un peu la même chose. Du coup, select count. Donc je compte sur l'ID from post. Ouais, ça me semble pas mal comme signature, ça devrait être suffisant. Donc c'est ça que je retourne. Au niveau de mon système, il faut lui dire maintenant, attention, tu ne retournes plus un tableau, mais tu retourneras une paginated query. Paginated query que je traiterai ensuite au niveau de mon action. Donc là, ça retournera une paginated query. Maintenant, je vais écrire le code au niveau de notre système. Je vais d'abord devoir changer le constructeur. Donc je vais faire un public function _ construct. Je prends d'abord une instance de PDO, donc ça sera une variable que je vais appeler PDO. Ça prendra en second paramètre la requête, et ensuite en troisième paramètre la count query, requête qui permettra de faire le comptage. Je vais maintenant documenter aussi ce constructeur-là, et je vais lui préciser que la seconde variable est une chaîne de caractères, et celle-ci aussi. Voilà, je vais mettre à jour la documentation. Là, ça va être la requête permettant de récupérer X résultats.
Et la count query, ça va être la requête, hop là, qui permettant de compter le nombre de résultats total. Ces trois variables, je vais les instancier. Donc je vais initialiser les trois champs. Donc là, j'utilise mon IDE pour gagner un petit peu de temps. Et maintenant, si je descends, hop, j'ai besoin d'implémenter les deux méthodes. Donc getNumberResult, elle doit faire quelque chose de plutôt simple, c'est simplement compter en utilisant la count query. Donc à ce niveau-là, j'utilise directement PDO, je fais un vis, PDO, query, ma requête, ça sera le count query, et sur ce count query, j'ai seulement besoin de récupérer la première colonne. Donc j'utilise la méthode fetchColumn. Je ne précise pas de nombre de colonnes vu que ça sera systématiquement la première qui sera utilisée. Et je return. Impeccable. Je précise en plus que ça sera un entier. Si je descends, le getSlice, il me donne un offset et une taille. Par exemple, je veux récupérer les 10 premiers résultats à partir du résultat numéro 9. Je vais mettre des typages ici, histoire de faire du typecasting et m'assurer que j'ai vraiment des entiers, que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais si je fais ça, ça me souligne en rouge parce qu'il y a un problème avec l'interface qui, elle, ne définit pas le type. Donc c'est toujours un petit souci. Donc pour éviter vraiment tout problème, on va faire le typecasting manuellement juste en dessous. Donc on fait offset, ça sera un entier qui sera égal à offset. De la même manière, la taille, length, ça sera un entier qui sera la taille. Impeccable. Maintenant, je peux faire ma requête, donc vis PDO. Et même, je me dis, ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire le typecasting? Donc, on va faire une requête préparée. Donc, je fais vis PDO prépare. Ma requête de base, donc c'est la requête qui est en haut, query, auquel j'ajoute après le limit. Et je vais lui passer deux paramètres. Le premier, ça sera tout simplement l'offset, et le second paramètre, ça sera la taille. Donc par exemple, si je veux récupérer les 10 enregistrements à partir du 10e, je mettrai 10,10. Ensuite, je vais récupérer ça dans une variable statement. Voilà, ici, je vais mettre visQuery. J'utilise ce statement et je l'exécute. Je lui passe en paramètre le offset et la taille. Et ensuite, j'ai plus qu'à retourner les résultats. Donc je fais un return statement et je les récupère tous. Fetch all. Donc là, de la même manière, pour tester les choses, il faudra faire des tests avec une vraie base de données. Il n'y a pas véritablement de moyen de tester ça autrement. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc là, je viens d'implémenter mon interface et je viens de créer un nouvel adapteur pour PagerFanta. Ensuite, si je souhaite l'utiliser, donc on me dit j'ai un adapteur, ok, je veux bien. Bon, je continue. Comment je fais pour afficher la pagination? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors on me dit dans la view, j'ai un view interface qui peut avoir deux méthodes. Est-ce qu'il y en a déjà qui existent? Il y a la default view, ok, et la Twitter Bootstrap view. Ah, ça c'est super parce que moi j'utilise ici Twitter Bootstrap, donc ça va me permettre d'aller encore plus vite. Donc je peux initialiser une Twitter Bootstrap for view. Je lui passe un paramètre proximity et ensuite je lui passe le render et je dois lui passer le PagerFanta. Donc ça veut dire que ma méthode findPaginated ne doit pas me retourner la query mais directement l'instance de PagerFanta. Donc là, je vais lui dire je retourne l'instance de PagerFanta. Je change aussi la documentation et là, je vais sauvegarder la paginated query. Donc on va l'appeler query. Voilà, peu importe. Et ensuite, on crée notre instance de Fanta. Donc on fait return new PagerFanta et on lui passe en paramètre la requête. Sur ce système-là, je m'imagine peut-être lui passer aussi le nombre de résultats. Donc on va l'appeler setMax per page et on va dire qu'on en met un certain nombre. Nombre que l'on pourrait passer ici. Donc là, on va l'appeler $per page, ça sera un entier per page qui sera ensuite envoyé à cet endroit-là. L'avantage, c'est que je vais pouvoir réutiliser cette action-là pour paginer avec différents nombres. Donc au niveau de mon blog action, je vais changer mon code. Ici, lorsque je faisais un find paginated, je lui passe maintenant le nombre d'enregistrements que je souhaite utiliser. Et on va mettre 12 ici. Et pour l'instant, je m'arrête là. Donc j'ai maintenant mon système qui est censé fonctionner. Hop, si ce n'est qu'il me manque un peu de PHPDoc à cet endroit-là, mais on est censé être bon. Si je réactualise la page qui liste mes différents articles, je vais avoir une petite erreur. Alors là, c'est une erreur au niveau de MariaDB. Il me sort qu'il y a un problème pour ces deux paramètres-là. Effectivement, il essaie de les convertir sous forme de chaîne de caractères. Donc ça, c'est par défaut. Lorsque l'on exécute la requête, il lui passe les paramètres avec des certaines propriétés. Donc moi, ça m'embête. Moi, je veux vraiment que ce soit des entiers à ce niveau-là. Du coup, au niveau de mon statement, je vais préciser
Hop, on va changer ça, on va mettre ici, donc ça sera l'offset en premier et la taille. On va mettre des paramètres nommés et on va manuellement les binder. Donc on fait statement, bind param, on lui dit que le paramètre offset, ça va être la variable offset et on va lui préciser que c'est un entier. Donc pour cela, on utilise la constante PDO, param, alors hop, il faut que je la mette dans le bon namespace, param underscore int. Je fais la même chose pour le paramètre length et après je vais pouvoir exécuter ma requête et je n'aurai pas de problème. Donc ça sera $length et ensuite j'exécute en faisant un statement execute. Si j'essaie de réactualiser ma page, il continue à me sortir une petite erreur. Alors je regarde mon code, je pense qu'ici aussi il y a un espace qui manque, donc ça ne doit pas l'aider. Donc en l'état, si je regarde ma page, je vois bien que j'obtiens combien de résultats? J'en obtiens bien 12. Donc le système fonctionne correctement, il m'en affiche 12. En revanche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est le système de pagination. Donc ce que je m'imagine faire au niveau de ma requête, c'est ici avoir un point d'interrogation P égale 1, ou P égale 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans le cas où j'ai P égale 2, il faut que j'aille à la page numéro 2. Donc au niveau de mon action blog action, je vais lui dire ici, en plus du paramètre nombre de pages, nombre d'éléments par page, je vais t'envoyer la page courante. Et je pourrai la récupérer en récupérant la requête. Requête que malheureusement je n'ai pas ici. Donc il va falloir que je l'injecte dans le index. Donc je vais l'injecter ici, request. Je te passe donc la requête. Maintenant, je peux récupérer un paramètre qui aurait été passé dans l'URL en faisant un get query param. Alors par contre, il n'y a pas de méthode permettant de récupérer un seul paramètre. Donc je vais récupérer les paramètres ici en faisant params égale request get query params. Et ensuite, je vais récupérer la pagination. Donc je vais faire params. Et je récupère la clé qui va s'appeler P. Par contre, si elle n'est pas définie, je mettrai la valeur 1 par défaut. Voilà. Là, j'ai maintenant mon find paginated qui reçoit la page courante. Donc je vais changer le code au niveau de mon post table. Donc je vais dans ce code là, voilà. Et dans le paginated, je prends la page courante et on va l'appeler courante page. Page que je vais transmettre à PagerFanta grâce au setter. Donc je vais faire un set courante page et je lui passe la page courante. Ça permettra de résoudre ce problème-là. Si je vais sur la page d'accueil, j'ai bien ma page d'accueil. Si maintenant je me dis tiens, j'irai bien à la page numéro 2, je vois que les articles évoluent. Donc ça fonctionne correctement. Mais en l'état, personne ne va s'amuser à taper ça dans l'URL. Évidemment, il faudra mettre une petite pagination. Donc comme on l'a dit, au niveau de la documentation, on nous expliquait qu'on peut créer un renderer. Mais pour créer ce renderer, il faut écrire tout ce code-là. On ne va pas le mettre dans notre action, ça n'a pas sa place. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, au niveau de notre index.twig, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire d'afficher la pagination juste après mes UL. Donc ici, je vais utiliser une méthode un peu magique qui va s'appeler paginate et je lui passe les éléments à paginer. Et automatiquement, il va faire le code. Donc pour que ça marche, il va falloir créer une nouvelle extension pour Twig. Extension que l'on va aller mettre donc dans la partie framework. Je vais plutôt créer un nouveau dossier Twig. Et dans ce dossier-là, je vais mettre un PagerFanta extension. Donc ça sera des extensions liées à l'utilisation de PagerFanta. Je crée donc, je me place dans le namespace framework anti/twig et ensuite je vais créer ma classe PagerFanta extension qui va donc extend de Twig extension. À l'intérieur, j'y crée la fameuse méthode getFunctions qui renvoie le nombre de fonctions et ça retourne simplement un tableau qui va contenir une new simple function. Cette fonction, on va l'appeler paginate et on va appeler la méthode, vous commencez à avoir l'habitude, this et paginate. Donc cette méthode prendra, qui va s'appeler paginate, elle va prendre en paramètre une instance de PagerFanta. Donc c'était ce que l'on avait généré grâce à notre méthode findPaginate. Et on lui passe en paramètre PagerFanta. Au niveau de ce code-là, on retournera simplement une chaîne de caractères. Alors attention, ça va nous renvoyer du code HTML. Donc on va préciser en troisième paramètre que ça c'est safe. Donc on mettra un is safe et c'est safe comme du code HTML. Voilà. Si je regarde la documentation, je vais simplement copier le code qui est écrit ici, et le coller. Donc je vais utiliser un Twitter Bootstrap 4. Donc c'était View. Voilà.
Je dois lui passer une option, donc je peux lui passer des options, c'est pour la proximité, ça met des lettres, tout ça. Nous, on va garder les options par défaut, on va pas s'embêter. On doit lui passer un premier paramètre, l'instance du PagerFanta. Donc là, c'est ce que l'on va appeler globalement les paginated results. L'appeler juste PagerFanta, ça ne parlera pas vraiment. On doit lui passer un router generator. Et là, on est un petit peu embêté. De quoi il s'agit? Donc si on regarde, alors je crois qu'il faut remonter un petit peu. Mais globalement, c'est un système qui va prendre en paramètre, c'est un callback qui va prendre en paramètre, je vais pas le trouver, hein, route generator. Voilà, c'est une fonction qui va prendre en paramètre la page et qui doit nous renvoyer la route correctement. Donc là, on est un petit peu embêté parce que du coup, on a besoin de résoudre cette route-là. Donc au niveau de ma fonction paginate, je m'imagine prendre un second paramètre qui serait le nom de la route. Donc ça sera une chaîne de caractères et ça sera le nom de la route. Au niveau de mon index.twig, je lui passerai simplement le nom de la route sous forme de route au niveau de mon routeur. Ça veut dire que maintenant, mon PagerFanta, pour fonctionner, il va avoir besoin du routeur. Ben, j'utilise la magie de notre système d'injection de dépendance et je vais lui dire, tu vas recevoir une instance du routeur. Donc là, ça sera routeur. Cette instance, je l'initialise pour y avoir accès dans les autres méthodes. Maintenant, mon function générateur, je le crée. Donc, ça va être une fonction qui prendra en paramètre la page et qui devra retourner les bonnes choses. Donc, on va avoir besoin de lui passer deux variables. On lui passera la route et on lui passera... Donc, on lui passera la route et c'est tout ce dont il a besoin. Donc, à cet endroit-là, je peux utiliser mon routeur. Donc, le routeur, ça sera vis. Routeur. Generate URI. On lui passe le chemin de la route, donc c'était route, voilà. On lui passe en second paramètre un tableau vide, et ce que j'aimerais bien faire, c'est me dire, je te passerai en troisième paramètre, un tableau contenant la clé P, et ça, il faut que ça soit la page courante. Donc on s'imagine avoir un nouveau paramètre supplémentaire à generate URI, qui serait les paramètres à passer au niveau de l'URL. Voilà, alors je ne sais pas ce que j'ai écrit avec les accolades, mais là, on est bon. Et c'est ça que je retourne. Il y a quand même deux petits détails qui sont gênants. Le premier, c'est que dans certains cas, on pourrait avoir besoin de passer d'autres paramètres. Et du coup, il faudrait les conserver. Si jamais on avait un système de filtre, on aurait filter égale n'importe quoi. Donc ces paramètres, si on veut les conserver, il faudrait les récupérer. Donc on aurait un troisième paramètre qui serait un tableau, qui serait les query args. Et par défaut, ça serait un tableau vide. Donc là, je vais lui dire... que tu dois rajouter au query args la clé P, et la clé P doit correspondre à la page courante, à la page que tu dois envoyer. Et c'est ces query args que tu vas envoyer. Autre petit détail, si la page c'est la page numéro 1, je ne veux pas qu'il utilise de query params. Je veux que la page numéro 1 soit simplement nommée comme ça. Donc dans ce cas-là, je vais rajouter une condition en lui disant que si la page est effectivement supérieure à 1, dans ce cas-là, tu la charges. Sinon, tu ne la charges pas. Et là, je précise que ça sera un entier. Donc j'améliore un petit peu mon système au fur et à mesure. En troisième paramètre, ça prend des options, et pour l'instant, j'ai aucune option à lui envoyer. Donc l'HTML va être rendu, et je peux me contenter de le retourner. Donc là, je viens de créer ma fonction. Là, je viens de créer ma nouvelle fonction pour Twig, paginate. Maintenant, je peux charger ce renderer au niveau de mon système. Donc c'était dans la partie config. Je vais lui dire que dans les extensions Twig, on va avoir une nouvelle extension qui est le PagerFanta extension. Et ça va automatiquement et dynamiquement être chargé par mon système. Donc je vais mettre la virgule au bon endroit et je vais réactualiser la page. Donc j'ai toujours ma pagination, par contre j'ai une petite erreur, il me dit qu'il ne connaît pas la variable queryArgs. Effectivement, si je reviens dans mon PagerFanta, il faut que je lui passe, parce que ça vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, il faut le passer en utilisant le use. Je réactualise ma page et j'ai maintenant une pagination Twitter Bootstrap toute faite. Alors il y a un petit détail qui ne fonctionne pas, c'est que la page courante n'est pas bien sélectionnée. Et de la même manière, il ne génère pas les URL correctement. Il ne génère pas les URL correctement parce que dans notre système, le GenerateURI ne prenait pas de troisième argument. Donc avant de créer le code, on va écrire les tests qui vont permettre de faire fonctionner ça. Donc c'était dans notre routeur test. Donc on avait testé la get method, ok, le GenerateURI, et on va tester le GenerateURI with query params. Donc je génère l'URL, je lui passe le nom, je lui passe les informations, et je m'imagine lui passer maintenant des paramètres supplémentaires. Donc on va lui passer une page, et ça sera 2.
Lorsque je récupère mon URL, je m'attends à avoir ça. Je relance maintenant mes tests unitaires. Donc je fais un coup de vendor bin php unit et j'ai effectivement une erreur. Donc j'ai une erreur parce que je n'ai pas géré ce cas. Je vais le corriger. Dans mon routeur, c'était le routeur directement ici. Donc c'était dans le generate URI. Je vais lui préciser que j'ai un paramètre supplémentaire qui sera les query params. Et ce paramètre par défaut est vide. De la même manière, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas précisé que ces paramètres pouvaient être vides par défaut. Est-ce que j'édite le bon routeur? Oui, ok. Et derrière ça, j'utilisais la méthode generateURI, qui prend 3 paramètres, le name, la substitution, et le troisième paramètre, ça semble être utilisé pour les options du routeur. Pour le coup, ça ne me sert pas à grand chose. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est lui passer après les paramètres. Donc on va lui dire, là tu as l'URL, URI égale ça. Si jamais on a query params qui n'est pas vide, if query params est différent de empty query params. Dans ce cas-là, je veux que tu génères les paramètres. Donc pour cela, on va utiliser la méthode http_build query. Ça prend les données, donc nous ici ça sera query params, et ça nous retournera la chaîne. Donc je peux lui dire retourne l'URL suivi d'un point d'interrogation suivi du http build query. Sinon, tu retournes directement l'URL. Je relance un coup de PHP unit, ça passe au vert, ça veut dire que maintenant mon cas est capable de générer les informations. Si je réactualise ma page, ça va régler le problème, c'est-à-dire que lorsque je clique sur la page 4, j'arrive bien sur la page 4. Et je vois que c'est la bonne page qui est sélectionnée. Donc maintenant, mon système de pagination fonctionne correctement. Je me dis maintenant, bon, on va faire encore plus de mise en page, histoire de rendre ça encore plus sympa. Donc hop, on part sur notre index.twig, et on va réécrire un petit peu nos articles. Donc on va enlever le UL, et on va garder simplement ça. Donc je vais imaginer avoir 3 articles par ligne, et on va utiliser les possibilités de Twitter Bootstrap 4. Donc je crée une div qui va avoir la classe card_deck, qui va entourer tout ça. Donc ça va être une div qui va avoir la classe card-deck. Et à l'intérieur, on va avoir nos différents articles. Hop. Nos articles vont être dans une classe dans un élément qui va avoir la classe card, et on aura notre en-tête, card-header. Et dans cette en-tête, on mettra simplement le titre. Poum, poum, poum. Ensuite, on aura le contenu, donc ça sera un point card-body, et dans ce card-body, on aura notre texte. Alors on mettra un P qui aura la classe card-text, et à l'intérieur duquel on aura notre contenu, post.content. Et ce contenu, on le NL2BR. Impeccable. Ça devrait en l'état fonctionner, on pourra même mettre un petit bouton voir la suite. Et c'est ce qu'on va faire, on ne va pas se gêner. Donc je crée un card-footer, et à l'intérieur on crée un bouton qui va avoir la classe btn-btn primary. Et ce lien, ça sera voir l'article. Et on recopiera le lien que l'on aura généré un petit peu plus haut. Boum. Si je réactualise ma page, j'ai quelque chose qui est un peu plus sympa, si ce n'est que tous les articles se mettent sur une seule ligne. Donc c'est parce que Twitter Bootstrap utilise le principe des flexbox. Donc moi, il faudrait que je lui dise, mais il faut que tu crées un card-deck tous les 3 articles. Et là, je suis un petit peu embêté. Donc heureusement pour nous, on a une solution qui est plutôt cool, qui est directement intégrée dans Twig. C'est une des raisons pour lesquelles on l'utilise. On va créer une row contenant 3 articles. Donc globalement, on peut faire un for row in post et on peut lui demander par batch de 3. Là, en fait, il va récupérer tous les articles et il va me créer des petits tableaux de 3 articles à chaque fois. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire for post in row. Et maintenant, je ferme mon end for tout autour. Si je reformate un peu le code et que je réactualise ma page, j'ai maintenant 3 articles par page. Et je peux comme ça adapter les choses. D'ailleurs, j'ai l'impression que le padding n'est pas bien appliqué. Donc dans le card body, je crois que c'était card block. Voilà, là il met bien le truc. Mais si je veux des articles encore plus courts, je peux me dire, allez, je passe par batch de 4. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on peut changer très rapidement le design, entre guillemets. Et tout ça, il ne faut pas oublier de l'entourer d'une div qui a la classe row, sinon ça ressemble un petit peu à rien. Dans le sens où on a un petit décalage ici. Donc tout ça, hop là, je vais l'entourer d'une div qui va avoir la classe row. Bon, les plaisirs du HTML avec Twitter Bootstrap, on a plein de code.
Petit truc en revanche qui me chagrine, c'est que j'ai des longs articles. Et moi j'ai envie d'avoir seulement des articles qui sont réduits. Donc je veux avoir un système d'extrait. Donc je m'imagine avoir un filtre que j'appliquerai avant le NL2BR qui serait excerpt, qui me permettrait de récupérer l'extrait d'un article. Si je réactualise, je tombe sur une petite erreur parce que ce filtre-là n'existe pas par défaut. Donc je vais aller le créer. Donc dans ma partie Framework Twig, je vais me créer une nouvelle extension que je vais appeler Text Extension qui contiendra tout ce qui a trait au texte. Donc cette extension, comme d'habitude, je la place dans le namespace Framework anti/twig. Et vous voyez que déjà comment on peut séparer vraiment les choses. On a plein de petites fonctions qui font des choses simples, qui sont faciles à tester, et on s'organise correctement. Donc text extension, qui va extend de twig extension. Hop. Je crée ensuite ma fonction publique. Donc là, attention, c'est des filtres. Et je vais créer un tableau de filtres. Et je crée un new simple filter. C'est un filtre qui va s'appeler du coup excerpt. Et ça va appeler la méthode excerpt. Voilà, j'essaie de bien l'orthographier. Cette méthode, je vais aller la créer. Hop. Donc ça sera une méthode publique qui prendra en paramètre un contenu, qui pourra prendre en paramètre une taille maximale. Donc on va mettre max length et on lui dira que par défaut ça sera 100 caractères. À l'intérieur, on va retourner du contenu. Pour l'instant, on se contente de retourner le contenu. Si on a bien appris notre leçon, avant de mettre et de charger ça dans notre application, on va le tester. Donc je vais aller dans le dossier Framework, créer un nouveau dossier Twig, et ensuite je vais l'appeler Text Extension extension test.php. Voilà, je crée dans le namespace test avec un S anti/framework anti/twig anti/ rien du tout. Je crée ma classe TextExtensionTest qui va extend des test cases de PHP Unit. Et je suis parti. Donc je crée ma fonction publique et je vais l'appeler test excerpt with short text. Et je vais créer aussi un petit setup parce que je peux m'embêter, quoique, bon allez, quitte à y être autant le faire, je crée mon setup et dedans je fais un vis extension, text extension égale new text extension. Bon, pour le coup, c'est une classe qui normalement ne prend rien au niveau de son constructeur, donc elle est plutôt simple à initialiser. Donc à cet endroit-là, je vais prendre un petit texte, donc on va l'appeler salut, et je vais lui dire, je veux que tu appelles la méthode excerpt. Alors pourquoi il ne me l'autocomplète pas? Bizarre, il est censé la comprendre. Alors hop, je vais lui dire que c'est une variable qui est un text extension. Ouais, c'est bizarre. Voilà, là il me l'autocomplète et je lui passe mon texte. Et je vais lui dire, je limite à 10 caractères. Maintenant, je m'attends à ce que ça, que le texte n'ait pas changé globalement. Voilà. Bon, c'est un test un petit peu bête. Forcément, ça va marcher en l'état. Et je vais maintenant tester un cas un petit peu plus complexe, où je vais avoir plusieurs mots. Donc ça va être salut les gens. Et je vais limiter à, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais limiter à 7 caractères. Et je veux pas qu'il tronque les mots. Je veux du coup qu'il me donne salut suivi de 3 points de suspension. Voilà. Et là, on va mettre with long text. Je relance un coup de PHP Unit et j'ai une erreur. Je dois obtenir salut et j'obtiens salut les gens. Effectivement, je me suis contenté ici simplement de retourner le texte. Donc je peux maintenant corriger le code. Je récupère la taille en utilisant la méthode mbstring. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'utilise pas directement string length? Parce que parfois il y a des caractères multi-octets et si on les compte comme ça, un caractère pourrait compter comme plusieurs. Donc avec le mbstring, un caractère correspond vraiment à un caractère. Vu que c'est quelque chose qui est utilisé pour l'affichage, j'utilise vraiment ça. C'est le nombre de caractères affichés qui compte pour moi. Et je lui passe le contenu. Contenu qui est du coup une chaîne de caractères et ça qui est un entier. Donc si la taille de la chaîne est supérieure à la taille maximale, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir la tronquer. Dans le cas contraire, je peux simplement me contenter de retourner le contenu. Maintenant, je tronque ma chaîne. Donc je vais créer une variable excerpt et je vais faire un mb substring.
Je prends mon contenu, je commence à l'index 0 et je coupe à la taille maximale. Donc ça va prendre pile poil 100 caractères. Le problème, c'est que ça aurait pu couper un mot. Donc je vais trouver la position du dernier espace dans ma chaîne. Donc on va l'appeler last space égale mb underscore string pos. Ça me donne la position d'un caractère dans une chaîne. Je prends mon extrait, donc de 100 caractères, et je cherche l'espace. Maintenant, je recoupe ma chaîne une seconde fois, avec toujours la méthode mb substring. Je lui passe l'extrait. Je commence à l'index 0 et je m'arrête au dernier espace qui a été trouvé. Et je recule d'un cran. Et ensuite, je vais lui rajouter les 3 points de suspension. Et là, je me contente de les retourner ici. Et après, ça, je le retourne. Maintenant, je vais aussi préciser que ça retourne une chaîne de caractères. Et quitte à y être, autant tout typer, ça c'est un tableau. Je vais documenter cette classe. Donc ça va être série d'extensions concernant les textes. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais demain, je pourrais en avoir plusieurs. La méthode getFilter n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, la méthode excerpt en a un. Là, je vais me contenter de laisser la documentation par défaut. Donc c'est un tableau, et je peux même être super précis, ça va être un tableau de simple filter. Et dans celle-là, je vais mettre renvoie l'extrait, un extrait du contenu. Bon, c'est pas terrible comme nom. Et après, ben, les variables sont assez claires, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer à quoi elles correspondent. Je relance un coup de PHP unit, et on me dit, là il y a un problème. Et effectivement, ça a coupé le T, donc ça veut dire que mon -1 ici n'était pas utile. Donc le string pos me renvoie bien le bon espace. Si je refais un test, cette fois-ci ça fonctionne. Maintenant au niveau de ma page, index.twig, j'ai mon excerpt qui est censé fonctionner. Si je réactualise, pouf, il me sort une erreur, parce que oui, il fonctionne, mais si je ne le documente pas, hein, si je ne rajoute pas l'extension, forcément on ne va pas aller loin. Donc je rajoute mon text extension. Voilà, et je l'importe aussi, parce que je ne veux pas avoir tout ce code cracra visible. Bon, au final, hein, vous allez voir dans le use, après on se retrouve avec un truc énorme, mais c'est bon, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, une solution pour remédier un peu à ça, c'est que là, vous pourriez faire un truc comme ça. Hop. C'est un poil plus propre. Si je reviens sur ma page, on me sort une petite erreur. getFilters must be of type array non returned. Ça veut dire que j'ai oublié de faire mon retour à cet endroit-là. On pourrait faire un test unitaire qui juste vérifie que getFilter retourne le tableau. Mais j'aurais dû être juste plus attentif, mon IDE avait déjà souligné les choses. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vu qu'on avait typé ici, vous voyez que l'erreur a été bien capturée au bon endroit. Alors que sinon, j'aurais pu galérer. C'est-à-dire que si j'avais pas mis ce typage et que j'avais oublié le return, et que j'avais actualisé la page, j'aurais pu me dire, mais pourquoi il me dit que ça marche pas? Pourquoi le excerpt ne marche pas? Voilà pourquoi ça peut être intéressant. Les textes, par contre, sont super courts. Là, en fait, j'ai fait un string pos, et je cherche le premier espace. Mais moi, ce que je cherche, c'est le dernier espace. Donc, c'est un test que j'ai pas chopé avec mon test unitaire. Donc là, avant même de le corriger, on se dit, ah, ben, c'est un cas que je dois capturer. Donc, je vais créer un nouveau test pour capturer cette erreur que je viens de faire. Donc, dans mon texte extension test, ça prouve aussi que la manière d'écrire les tests influe les choses. Donc, le salut les gens, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on va mettre 12 caractères. Je relance un coup de PHP unit. Ça passe au rouge. Effectivement, là, ça reproduit exactement mon erreur que je peux maintenant corriger. C'est un B string rpos pour récupérer le dernier caractère. C'est un string pos mais en reverse. Je relance un coup de PHP unit. Là, ça corrige le souci. Et si je réactualise, ça refonctionne correctement. J'ai bien mon système qui ne m'affiche que 12 articles par page et les articles sont bien formatés. Je pourrais même rajouter, hop, au niveau de mon index.html.twig, ça je vais le mettre dans un petit H2, histoire que ce soit un poil plus grand et que ce soit mieux aussi pour le référencement. Bon, ça pète un peu le design, mais c'est pas bien grave. Autre petit détail, c'est que j'aimerais bien afficher la date de publication, par exemple tout en haut ici. Et là, on peut réfléchir à quelque chose. Au niveau du format des dates que l'on récupère, lorsque je récupère des informations, je les récupère sous forme de simple std class
Et après, ben, si j'ai besoin de récupérer la date, je l'aurai sous forme de chaîne de caractères. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un vrai objet pour représenter une entité, représenter une ligne dans ma base de données. Ça me permettrait de mieux m'y repérer et de mieux signifier un peu tout au long de mon application ce que je récupère. Donc au niveau de ma partie blog ici, je m'imagine créer un nouveau système. Je vais appeler ça une entité. Et je vais appeler mon entité post.php. Donc c'est une classe qui va être extrêmement simple, qui va se situer dans le namespace blog, puis le namespace entity, et cette classe va s'appeler post. Et c'est une classe très simple qui va simplement définir les propriétés. On a une propriété ID, une propriété qui est name, qui est le titre, une propriété slug, une propriété content, qui est une chaîne de caractères, et deux propriétés created at et updated at. Je mets ces propriétés en public parce qu'elles seront accessibles depuis l'extérieur. Je n'ai pas forcément envie de m'embêter à faire des getters et des setters. Maintenant, lorsque j'initialise les choses, par exemple dans ma partie, donc c'était dans ma partie table, lorsque je récupère un paginated, un find paginated ou un find, j'aimerais bien lui dire je veux avoir des instances de cet objet-là. Donc là, je fais ça. Je vais lui dire j'ai une instance de post. Si je mets à jour la PHP doc, et si je réactualise la page, il va me sortir une erreur. Parce qu'il va me dire, tu t'attendais à avoir une instance de post, mais j'ai moi eu une instance de std class. Donc je vais lui dire, bon ben, au niveau du retour, avant d'exécuter et de faire le fetch, je vais faire un coup de vis, je vais faire un coup de query, set fetch mode, et on va faire un PDO, fetch. Alors, il faut peut-être un anti/PDO, fetch class. Et c'est une classe post. Donc là, je mets le nom de la classe en second paramètre. Lorsque je réactualise, j'obtiens bien mon instance de post. Donc ça ne change rien à ce niveau-là. Et par contre, si je veux la date, je vais faire directement dans ma vue. Donc c'était la vue show.twig. Je vais afficher la date. Donc, je vais faire un coup de post.createdAt. Et ça, je vais le débugger. Je crois qu'il y a un helper debug. Le debug filter n'est pas là par défaut, donc on va plutôt le faire pour l'instant dans la blog action. C'est sûrement qu'il n'y a pas l'extension par défaut. Hop là. Et ici, je fais un var dump de $post. Si je réactualise, j'obtiens bien mes différentes informations. Mais pour le champ created at et updated at, je me dis ben ça serait bien sympa plutôt que d'avoir des simples chaînes de caractères comme ça, d'avoir des datetime, des objets qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. Lors de l'hydratation, ce qui est fait directement par PDO, PDO va appeler mon constructeur. Donc, si je crée la méthode, je vais pouvoir en fait changer et transformer mes informations au moment du constructeur. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément super conventionnel, de se dire au moment de la construction de l'objet, j'ai déjà les propriétés définies. Mais c'est comme ça que fait PDO. On pourrait se créer un système d'hydratation plus complexe, mais pour l'instant on va rester sur ça. Donc on va lui dire, si j'ai la propriété, donc c'est property underscore exist, sur cet objet j'ai la propriété created underscore at. D'ailleurs elle est forcément définie, vu qu'elle est en haut, on va mettre if this created at. Ben, dans ce cas-là, lorsque tu l'initialises, je veux que tu fasses un this created at égale new datetime, et tu vas créer, alors c'est un datetime de PHP classique, pas d'une classe qui vient de nulle part. Tu crées un nouveau datetime et je te passe le created at qui est au format MySQL. De la même manière, et on améliorera un petit peu tout ce code plus tard, si tu as le updated at, je veux que tu fasses un this updated at égale new datetime de this updated at. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que j'obtiens non plus des champs qui sont simplement des chaînes de caractères, mais qui sont des datetime. Datetime avec lesquels il sera beaucoup plus simple de travailler. Pour l'instant, je peux me contenter de ce code-là. Quand on aura beaucoup plus de code et beaucoup plus d'entités, c'est vrai que ce code-là, on ne pourra pas se permettre de le répéter. Mais pour l'instant, c'est suffisant. L'avantage, c'est que maintenant, si je veux afficher une date formatée correctement, il me suffit, après ma description, mon contenu, donc c'était ici, ouais, ou peut-être un petit peu plus haut, je crée un P qui a la classe text muted, et à l'intérieur, j'y mets ma date. Et je peux utiliser la fonction de formatage. Donc la fonction de formatage, ça sera post.created underscore at.format. C'est une méthode qui est directement disponible au niveau des datetime. Et je le formate en mettant le jour, le mois, l'année
et les heures et les minutes. Pas besoin de mettre les secondes, on n'a pas besoin de ce niveau de précision non plus. Si je réactualise, ça me donne bien cette date-là qui correspond à celle qui a été rentrée. Et c'est plutôt pratique. Je pourrais faire après des choses avec des textes et tout ça, mais pour l'instant, ça me convient parfaitement. Une autre approche qui peut être intéressante, c'est de se dire, on va se créer entre guillemets un helper qui prendra en paramètre la date et qui fera les choses. Donc un peu comme on l'a fait pour le text extension. Donc je crée un time extension pour le coup. Alors c'est pas dans les tests, mais ça va être dans la partie framework ici, Twig, time extension. J'aime bien séparer en fait par contexte. Donc tout ce qui concerne les dates va être dans le time extension, tout ce qui concerne les textes dans le text extension. Après c'est une question de préférence et ça n'a vraiment pas d'influence. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez vraiment le mettre ailleurs. Donc ça va toujours étendre de Twig extension. Et pour le coup, je me dis que ça a plus sa place dans un filtre. Donc on va faire un public function underscore get filters. Et on retourne un tableau de filtre. New simple filter. Ça sera timeago. Et en fait, ça va me permettre d'afficher la date avec un format en disant il y a 3 jours. C'est plutôt sympa. Et on va même l'appeler ago. Donc ça prendra en paramètre un collable et on va l'appeler ago. Alors cette fonction, je fais attention. Ça retournera un tableau. Je la documente. Hop. Ça retourne donc un tableau de simple filter. Et ensuite, je vais créer ma méthode ago. Public function ago. Et mon idée, c'est d'utiliser un plugin pour le coup qui s'appelle timeago.js, qui est un plugin qui permet d'afficher comme ça les dates. Mais pour que ce plugin fonctionne, il s'attend à avoir une span ou une div qui ressemble à ça. Donc là, on aura notre date pour ceux qui ont le JavaScript désactivé ou les moteurs de recherche. Et là, on aura la date qui sera utilisée par timeago pour fonctionner. Donc avant même d'écrire le code, j'écris le test. Donc je vais dupliquer ce code-là, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler time extension test.php. Voilà, je renomme cette classe-là. Je démarre mon extension que je renomme time extension. Voilà, je charge la bonne classe, time extension. Je retire le namespace qui du coup n'est plus utilisé. Voilà, hop, un petit peu de refactoring. Et je crée ma fonction public function test date format. Je vais lui expliquer le résultat que j'attends. Et peut-être à l'avant, je vais créer un datetime. Donc je vais faire date égale new datetime. Il veut toujours utiliser faker, il est pénible avec ça. Voilà, je vais utiliser un datetime. Je prends la date du jour, peu importe. Et ensuite, je m'attends à avoir du coup, en termes de résultat, une span qui va avoir la classe timeago. Ensuite, un attribut datetime. Là, il doit avoir la date au format ISO. Du coup, on mettra alors date, format. Il n'y en a pas trop à s'embêter, c'est directement renseigné dans l'objet datetime. Et c'est le format qui s'appelle ISO 8601. Voilà, hop, ça doit fermer ensuite les quotes. Ça doit fermer la span, réouvrir la span. Et à l'intérieur, on doit avoir notre date formatée pour un humain. Donc là, hop. Pour le coup, c'est un petit peu long, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc ça sera la date formatée au format que l'on aura précisé. Donc on va sauvegarder ça dans une variable format. Format que je vais définir ici, ça sera d/m/y par défaut et h2.i, le même format que celui que j'ai mis au niveau de mes articles. Au niveau de ma partie result, je peux maintenant appliquer cette transformation. Donc je vais lui dire, je m'attends à ce que ça soit égal. Voilà le résultat que je m'attends à obtenir. Et la transformation que je souhaite faire, elle se fait via le time extension. Et la transformation s'appelle ago et je lui passe en paramètre la date. Je relance PHP Unit qui va forcément échouer parce qu'il me dit ça me renvoie nul alors que je m'attendais à voir ça et j'ai d'autres tests qui échouent dû au changement que j'ai fait au niveau du find. Le find maintenant retourne un post et non plus une instance de std class. Donc ça crée des erreurs que l'on corrigera plus tard. Mais pour l'instant on se contente du time extension.
je vais aller à cet endroit-là et globalement, j'ai juste à recopier le code que j'ai déjà écrit. C'est l'avantage. Donc je fais un petit return. Je prendrai en paramètre une date au format datetime. Donc pas de faker, mais vraiment général. Et ça va être bon. Hop, si ce n'est que là, je saute une petite ligne, je saute une petite ligne. Et le format, on va le préciser par défaut. Donc ça va être une chaîne de caractères qui sera le format, qui sera par défaut égal à y. Alors c'était d/m/y h2.i. Je pars du principe que c'est pour un site en français. Et là, je n'oublie pas, hop, il y a un petit égal à mettre. Je l'ai oublié, donc il faudra que je le change à la fois ici et aussi pour le test. Ouais, je pense pas que je puisse écrire les choses mieux que ça là à ce niveau-là. Donc au niveau de mon time extension test, je rajoute aussi le petit égal que j'avais oublié. Je relance un coup de PHP unit et je n'ai plus d'erreur à ce niveau-là. L'avantage, c'est que je peux maintenant utiliser ce helper là. Donc au niveau de ma vue show, après avoir muté le texte, je fais un ego. Et je n'ai plus besoin de lui passer la méthode format, j'ai juste à faire ça. Si je réactualise ma page, hop, il me sort une petite erreur, il ne connaît pas le ego filter, ça veut dire que je n'ai pas rajouté mon extension time extension dans ma configuration. Donc je rajoute ma configuration et je rajoute ma nouvelle extension. Et je refais ma petite virgule ici et j'importe cette classe-là. Je réactualise ma page et j'ai maintenant ma span qui fonctionne correctement. Donc il m'affiche ici 20h23 et UTC+2, donc c'est bon, impeccable. Et il détecte au passage la bonne time zone parce que c'est celle de mon système. Je vais enlever d'ailleurs le var dump qui est un petit peu chiant. Hop, voilà. Et il va me falloir ajouter la petite couche de JavaScript. Donc je ne vais pas forcément m'embêter à charger les scripts, à les placer. Je vais prendre le CDN de Cloudflare et on va prendre TimeGo.js. Voilà, et on prend le CDN.js et on cherche TimeGo.js. Je copie ce lien-là. Je vais aller le charger dans mon layout. Donc c'est le layout et ça va être chargé sur toutes les pages. Donc je charge ma valise de script et je lui précise que le SRC, ça sera ça. Je rajoute aussi un autre truc à TimeGo, c'est les locales, histoire d'avoir les locales en française. Histoire d'avoir toutes les locales. Bon, en vrai, il faudrait charger que les françaises, mais autant le faire là. On n'est pas là pour optimiser le JavaScript, ça sera un tout autre sujet. Et ensuite, je peux utiliser la méthode TimeGo. Je lui précise que je veux render sur tous les éléments qui ont la classe TimeGo. Et je lui précise que je serai sur la locale française. Si je réactualise mon petit système, ça ne va pas fonctionner parce que là, j'ai vu la span. Effectivement, il faut que je lui précise que ça, c'est du HTML safe. Donc au niveau de mon time extension, je vais mettre is_safe, is_safe. C'est vrai pour de l'HTML. Je réactualise et on me dit bien il y a 12 ans. Bon, c'est pas très pertinent pour le coup, mais si je regarde dans mon code source, c'était en quoi? C'était en 2004, on est bien en 2017, donc ça donne ça. Si j'avais un article qui était tout récent, donc c'est ici l'article numéro 13, je vais me connecter à MySQL et je vais sélectionner la bonne base de données directe, mon super site. Voilà. Je vais faire un update post et on va faire un set created_at égale no where où l'id est égal à l'id que j'étais en train de tester, c'était l'id numéro 13. Et j'oublie pas le point virgule. Je réactualise ma page et on me dit bien à l'instant. Donc mon système fonctionne et est capable maintenant d'afficher la date. Si je veux faire la même chose au moment de la récupération, hop, donc c'était dans la partie index.twig, et je vais tomber sur une petite erreur, et ça sera totalement volontaire. Je fais un P avec une petite classe textMuted, histoire que ça soit affiché, un petit peu en gris, et je me fais le post.createdAt, et ça sera avec la balise ego. Si je réactualise, et que je vais sur la partie blog, il me sort une petite erreur. Ego s'attendait à avoir une instance de datetime, mais il a obtenu une chaîne de caractères, parce que ma méthode au niveau de mon post table, elle retourne des paginated results, mais ces paginated results, ce sont simplement des std classes, et non pas des entités de type post. Donc je m'imagine dans le paginated query lui passer un quatrième paramètre qui sera le type d'entité à utiliser.
je vais avoir besoin de changer la signature de mon paginated query. Il prendra en quatrième argument l'entité à utiliser, qui sera une chaîne de caractères, et qui sera pour l'instant nécessaire. J'initialise cette propriété-là, je mets à jour la php-doc et j'initialise le champ entity, comme ceci. Ensuite, lorsque je récupère le nombre de résultats, ça n'influe rien. Par contre ici, ça influe. Ça doit retourner un tableau. Donc ça doit retourner un tableau qui soit de type entity. Alors j'ai pas forcément moyen de le préciser malheureusement, donc on va rester sur simplement un tableau. Et lorsque j'exécute ça, j'ai besoin de lui rajouter des paramètres. Et je vais lui dire statement setFetchMode. Le mode, ça sera PDO, fetch class, et la classe, ça sera mon entité, this entity. Si je veux rendre ça optionnel, ce que je pourrais faire, c'est lui dire, si ça n'existe pas, si this entity n'existe pas, tu fais pas ça et tu continues à envoyer des classes. Mais pour l'instant, on met ça. Si je réactualise ma page, j'ai bien tout qui refonctionne et on me dit bien, il y a 31 ans, il y a 17 ans. L'ordre des données me fait dire que mon order ne fonctionne pas du tout. Effectivement, ici, j'ai oublié le order by created _at décroissant. Je réactualise ma page, hop, et c'est bien, il y a 2 minutes, puis après il y a 5 jours, et ça va de plus en plus vieux. Impeccable. Dernière petite remarque, je vais maintenant corriger mes tests unitaires. Donc je sors de ma base de données, je relance un coup de PHP Unit, et j'ai plein d'erreurs. Je vais devoir donc changer le blog action test. Donc dans mon blog action test, j'avais créé la méthode makePost qui récupérait un article. Mais là, ça va être simplement un nouvel article. Et dans ce nouvel article, je lui définis l'ID et le slug. Et ensuite, je retourne mon article. Je relance un coup de PHP Unit. Et on me dit, il y a toujours un problème au blog action. Ça doit retourner une instance de std class. Et effectivement, ici, je dois retourner maintenant une instance de post. Je continue. Et mes tests sont repassés au vert. Donc dans ce chapitre-là, on a mis en place la pagination, on a vu comment créer des extensions pour par exemple tronquer les textes correctement. D'ailleurs, ici ils sont pas bons. On va d'abord tronquer le texte et après on appliquera un L2BR. Donc là, c'est directement au niveau de ma vue, donc c'était dans la partie index.twig, hop, je dois inverser. C'est moi, j'ai mélangé dans l'ordre dans lequel ils sont lancés. D'abord, on fait la méthode excerpt et par-dessus, on lance le NL2BR. Donc ça fonctionne impeccablement bien. Et lorsque je clique, j'arrive bien à ça. J'ai mon système de redirection qui fonctionne et le tout est testé grâce à PHP Unit. Et en plus de ces différentes extensions, on s'est rajouté une petite extension jQuery pour afficher les dates correctement. Et on a vu comment utiliser une sorte d'hydratation à ce niveau-là, en utilisant un système d'entités pour représenter nos articles. Donc pour le coup, on essaie d'être le plus light, léger au niveau de la partie base de données et on utilise simplement les capacités d'hydratation de PHP avec PDO. On laisse vraiment le tout se faire. Donc on est prêt à commit ces derniers changements. Donc on fait, c'est la meilleure partie entre guillemets, il n'y a quasiment rien à faire. On fait un PHP CBF, un coup de PHP CS, pas d'erreur. PHP Unit, on le relance parce que c'est joli de voir tout qui passe au vert. Et maintenant on peut commit. Je fais un git statut. Alors hop, on a rajouté les paginated query, on a rajouté pas mal de choses dans celui-là. Je fais un coup de git add, je rajoute tout et je git commit -m. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pas mal de choses aujourd'hui. Donc on va l'appeler mise en place de la pagination. Même si on a fait un peu de plus, c'est quand même le plus gros du travail ici. Donc voilà, ça marque une bonne étape d'avancement au niveau de notre projet. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va attaquer la partie administration. On va mettre en place l'édition, l'ajout, la suppression et la modification d'articles.